Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations qui ont retenu notre attention pour la région, suivie d'une entrevue avec Mme Mélanie Villeneuve, mairesse d'Ottoburn Park, pour l'annonce d'une consultation publique sur le projet d'unité d'habitation accessoire. Mme Sabrina Brochu, conseillère en développement culturel à la MRC-VR, nous partage les détails de la deuxième édition de la chasse aux œuvres. M. Martin Lesage, président de la Fondation du CLSC des Patriotes, présente le fonds Gilbert Desrosiers. Finalement, Mme Catherine Beaulieu, directrice développement et planification de la mobilité chez EXO, nous partage le bilan des nouveaux trajets à Chambly et à Carignan. Le régional commence à l'instant. Bonne émission. Voici les actualités de votre région sélectionnées par l'équipe de TVR9. La municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil désire informer les propriétaires et occupants que la firme d'évaluation FQM Évaluation foncière, mandatée par la MRC pour effectuer l'évaluation des immeubles et le maintien de l'inventaire situé sur le territoire de Saint-Mathieu-de-Belleuil, procède actuellement à une tournée d'évaluation. Vous pourriez ainsi recevoir la visite de l'évaluateur pour l'une des raisons suivantes, soit la vérification à la suite d'une demande de permis de construction ou de rénovation, à la suite de l'acquisition de votre propriété ou encore pour l'inspection de votre propriété pour le rôle d'évaluation. L'évaluateur, M. Francis Paquette, est identifié avec une cocarde de la FQM Évaluation et circule dans un véhicule de marque Honda CR-V de couleur bleue. Pour souligner le Jour de la Terre en grand, la Ville de Chambly proposera du 20 au 26 avril prochain une programmation spéciale d'activités gratuites à saveur environnementale à laquelle les citoyens seront invités à participer en grand nombre. Tout d'abord, le samedi 20 avril de 9h à 15h, prenez part à une grande corvée de nettoyage collectif dans une ambiance conviviale au parc Martel et Font-Rouge. Il sera possible d'emprunter de l'équipement sur place. De plus, le mercredi 24 avril à 19h, sous le chapiteau du Parc des Ateliers, aura lieu la conférence Des poules dans sa cour, animée par Élisabeth Lefebvre de l'entreprise AgroPassion, spécialisée en animation en lien avec l'agriculture durable. Pour réserver votre place, vous pouvez contacter le pôle culturel de Chambly. Finalement, la Ville participe pour une deuxième année au défi Nature urbaine qui a pour but de déterminer quelle ville peut susciter le plus d'engagement citoyen, trouver le plus d'espèces et faire le plus d'observations de la nature. Pour participer, vous devez donc trouver la faune et la flore à Chambly entre le 26 et le 29 avril 2024. Prenez une photo de vos observations puis téléchargez vos clichés dans l'application iNaturalist ou encore sur inaturalist.ca. La Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu a annoncé que sa présidente directrice générale, Mme Julie Larochelle, est finaliste au prochain gala de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Mme Larochelle est nommée dans la prestigieuse catégorie Leadership pour le prix Jean-Paul Letourneau. Le gala aura lieu le 14 mai prochain au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, dont la CCIVR et la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe sont les hôtes. Après un projet pilote de 2 ans, le conseil municipal de la ville de Saint-Basile-le-Grand a décidé de poursuivre l'autorisation de garde de poules pondeuses urbaines en adoptant un règlement afin d'encadrer les modalités et conditions à respecter sur son territoire. Plusieurs conditions ont été déterminées, tant au niveau du nombre d'animaux que de la structure de l'enclos, dans le but d'assurer un environnement sain pour les poules et une meilleure cohabitation avec le voisinage. Donc, un minimum de 2 et un maximum de 3 poules par terrain sont permis et celles-ci doivent être âgées de plus de 4 mois. De plus, il est important de noter que seules les habitations unifamiliales isolées sont autorisées à avoir des poules urbaines. Pour l'ensemble des modalités à respecter, rendez-vous sur villesblg.ca/poules. C'était vos actualités TVR9. On reçoit en studio Mme Mélanie Villeneuve, mairesse d'Ottoburn Park, pour parler d'un tout nouveau projet d'habitation accessoire, d'unité d'habitation accessoire. Bonjour, Mme Villeneuve. Bonjour. Donc, il y a une consultation publique qui s'en vient, mais tout d'abord, on va parler de ce projet-là. Donc,
UHA, Oui. comme on les appelle dans le jargon. En quoi ça consiste, ça? Oui, une unité d'habitation accessoire. Dans le fond, on pense peut-être aux bigénérations. Là, par exemple, on a un bâtiment principal, puis un membre de la famille qui habite dans le bâtiment principal, là, dans une unité qui est séparée. Fait qu'on pense peut-être à ça là, quand on pense à unité d'habitation accessoire. Dans le fond, c'est un petit peu ça, mais au lieu d'être des membres de la famille, bien, on peut recevoir là, un locataire, là, tout simplement. Une UHA. Oui. Ça peut être soit rattaché au bâtiment, à même le bâtiment, là, comme une partie du sol, par exemple. Il faut que ça soit autonome. Ou aussi, ça peut être à l'extérieur, là, complètement là, une unité qui est complètement détachée là, du bâtiment. Oui. Puis quand vous dites qu'il faut que ça soit autonome, il faut donc qu'il y ait vraiment les services, une cuisine, une salle de bain, une chambre à coucher. Est-ce qu'il y a des... C'est quoi le minimum là, qu'il faudrait pouvoir offrir? Bien, je pense que vous l'avez nommé, là, dans le fond, c'est vraiment comme une location. Là. Donc, on a un immeuble là, qui est autonome. Ça vise vraiment à avoir des locataires. Donc, c'est ça. Je vous dirais qu'il y a plusieurs façons de le faire. Là. Puis, éventuellement, là, notre service d'urbanisme là, va être en mesure de bien indiquer c'est quoi les normes là, qu'il faut respecter. Mais c'est ça, c'est vraiment, ça se différencie d'un duplex en ce sens que ça reste quand même un bâtiment principal plus une unité d'habitation. Donc, on ne vient pas changer le zonage ou quoi que ce soit. Ça reste quand même un zonage unifamilial. Mais on a cette possibilité-là là, pour les citoyens qui le veulent de créer ça là, à même leur bâtiment principal. Puis c'est venu d'où l'idée d'implémenter ce type de projet-là à Ottoburn Park? Bien, c'est les UHA, on les voit de plus en plus là, au Québec. Ça répond à une certaine demande. Là, on pense beaucoup à la pénurie de logement. On pense aussi à tout ce qui est densification douce là, qui est demandé là, au niveau des normes de la communauté métropolitaine de Montréal. Bien, nous, on avait plusieurs citoyens là, qui nous ont dit qu'ils étaient intéressés. Est-ce qu'on regarde ça? Notamment, là, on pense aux citoyens là, sur les comités consultatifs, le comité consultatif d'urbanisme. Donc, vraiment, là, on voulait s'attaquer à cet élément-là qui est quand même assez complexe là, au niveau de la réglementation parce qu'il y a différents enjeux, puis, tu sais, il faut que ça soit bien encadré, là, tout ça. Oui, c'est ça. On ne veut pas de débordement, on ne veut pas que quelqu'un qui a peut-être un cabanon, oui, c'est pas une unité de location. Ça compte pas. Effectivement, là, on est vraiment loin de ça. Puis c'est pour ça que, d'ailleurs, on l'attaque à deux fronts, là, c'est-à-dire qu'on vient le traiter en deux phases. La première phase, on veut vraiment réglementer au niveau de ce qui est rattaché au bâtiment. Donc, c'est une intégration qui est plus simple. Là. Dans le cadre bâti, bien, souvent, ça va paraître complètement inaperçu. Là. On parle de convertir, d'ailleurs, présentement des bigénérations vers des UHA. Donc, c'est quand même assez simple, puis ça a moins d'impact sur le voisinage. Là, quand on parle vraiment d'une unité d'habitation qui est séparée, là, on a quand même des enjeux, par exemple, est-ce qu'on accepte qu'il y ait de la coupe d'arbres? Ça, c'est des enjeux qu'on va regarder en phase 2. Donc, la consultation publique du 15 avril, ça vise vraiment la première étape, là, qui est au niveau des habitations qui seraient rattachées là, au bâtiment. Oui, donc le 15 avril, consultation publique, on invite les gens à s'y rendre. À quoi on peut s'attendre là, comme type de contenu quand on ressort de cette consultation-là? On va présenter le projet de règlement. Fait que ça veut dire que le projet de règlement, il n'est pas complètement fini. Ce qu'on veut, c'est justement recevoir les commentaires des citoyens, au niveau de l'intégration, etc. Donc, les enjeux qu'ils perçoivent, stationnement. On veut recueillir ça, on veut favoriser la discussion. Donc, il y a une présentation formelle qui va être faite. Puis par la suite, les gens vont pouvoir là, commenter, poser des questions là, aux différents services qui vont être là. Oui. Puis c'est un projet que vous voyez sur quel échéancier? Quand est-ce que vous aimeriez implémenter ça? La première étape va se dérouler quand même assez rapidement, là, c'est-à-dire tout ce qui est rattaché au bâtiment. Donc, on a un premier projet de règlement. Par la suite, ça va suivre au niveau des modifications, là, s'il y a lieu. Donc, assez rondement là, dans les prochains mois, je vous dirais. Pour ce qui est de la phase 2, là, on pense là, d'ici soit cette année là, ou encore l'année prochaine là, pour voir ce projet-là réalisé. Là. On devrait donc voir des UHA à Ottoburn Park dans un avenir rapproché. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés par ce type de projet, on les invite à se rendre à la consultation publique du 15 avril prochain. Merci, Mme Villeneuve, d'être passée à nos studios. Merci à vous.
Après le long week-end de Pâques, durant lequel vous avez probablement fait la chasse au coco, et bien maintenant, on vous parle de la chasse aux œuvres avec Mme Sabrina Brochu, qui est conseillère au développement culturel à la MRC-VR. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Donc, deuxième édition de cette chasse aux œuvres. Donc, revenons un peu en arrière. D'où ça vient, cette initiative-là? Bien, l'idée partait bien évidemment d'une chasse au coco et on cherchait une façon de mettre en valeur le travail de nos artistes. L'art visuel est très présent sur notre territoire, on a énormément d'artistes, mais également de faire un pont avec un autre secteur d'activité qui est le tourisme. Donc, de mettre en valeur aussi des attraits, des entreprises touristiques, des organismes culturels, des percées visuelles sur le territoire. Donc, de montrer ce qu'on a de beau, ce qu'on a d'incontournable et d'intéressant à découvrir. Donc, en jumelant les deux, on en est venu à cette idée de la chasse aux œuvres qui permet de donner à la population 100 œuvres, qui était la première édition. La deuxième, on a 104 œuvres d'art qui, via un rallye avec indice, permet aux citoyens d'obtenir une œuvre offerte par la MRC, donc acquise par la MRC de la Vallée du Richelieu et remise aux citoyens et citoyennes. Donc, pour embellir la vie. Oui, définitivement. Oui. Et donc, comment fonctionne la sélection des artistes au départ? On a fait un appel de dossier cette année. Donc, on a invité les artistes professionnels de notre territoire à former leur équipe de 4 artistes. On a eu un comité de sélection qui a sélectionné les 4 équipes participantes pour cette année. Oui, et donc 4 artistes, donc ça fait des œuvres à créer, beaucoup d'œuvres chacun. C'est donc équipes de 4 artistes, donc on a 16 artistes en tout qui créent les 104 œuvres, effectivement. Ils choisissent leur thématique, ils choisissent leur façon de travailler, le matériel. Ils doivent juste créer des petits formats. On est du 6 par 6, donc c'est toutes des œuvres de 6 pouces par 6 pouces. Oui. Et chaque équipe devait aussi créer une œuvre de grand format. Là, on va jusque dans le 36 par 36, qui est aussi remis à la population. Via un prix de participation pour ceux qui auront participé à la chasse aux œuvres cette année. Oui. Puis comment on le sait qui a participé? Comment ça fonctionne? Bien, donc, dans le fond, tous les samedis matins du mois d'avril, sur le site touristvallée-du-richelieu.ca, on va dévoiler les cachettes, en fait, les indices pour trouver les cachettes de 25 œuvres. Chaque semaine, c'est 25 œuvres qui vont être distribuées sur le territoire. Donc, via les indices, vous trouvez l'endroit, vous vous rendez et vous allez découvrir un panneau sur lequel est collée une reproduction d'une des œuvres. Vous la détachez simplement. Cette reproduction devient votre monnaie d'échange pour obtenir l'œuvre originale. Et ce n'est pas tout. Donc, sur ce panneau, vous allez avoir aussi un formulaire d'inscription qui va vous permettre de vous inscrire, que vous ayez trouvé une œuvre ou pas, là, de vous inscrire pour gagner une des œuvres de grand format qui valent entre 1 000 et 4 000 $ selon. Wow. C'est des œuvres de grande valeur d'artistes professionnels du territoire, donc ce n'est pas rien. Et en plus de ça, on n'arrête pas les cadeaux. On a des entreprises du territoire qui ont accepté de nous donner des rabais. Donc, pour ceux qui participent à la chasse aux œuvres, vous allez balayer un code QR et vous allez découvrir les entreprises qui vous offrent un cadeau de plus pendant votre chasse aux œuvres. Donc, tant qu'à se promener un peu partout sur le territoire, pourquoi ne pas s'arrêter, découvrir des boutiques, cafés et autres. Ouais. Oui, et donc ça se passe sur l'ensemble du territoire de la Vallée du Richelieu. Oh oui, dans les 13 municipalités du territoire, effectivement. Oui, donc une belle façon, comme vous l'avez mentionné, bon, de valoriser des commerces d'ici, des artistes d'ici également, d'avoir une activité familiale aussi. Je suppose que ça peut se faire en famille, ce type d'activité-là un peu ludique de chasse aux œuvres. Et d'en apprendre plus sur notre territoire, sur des bâtiments patrimoniaux, sur des œuvres d'art public parfois. Donc, vraiment, là, on démontre des joyaux. C'est comme partir à une chasse au trésor, là, finalement. Et au moment où l'émission est diffusée présentement, bon, les 25 premières œuvres ont été dévoilées et ça se poursuit jusqu'au 5 mai prochain. Effectivement. Donc, on invite les gens à se rendre au site qui apparaît au bas de l'écran pour plus d'informations sur cette magnifique
cette deuxième édition de la chasse aux œuvres. Effectivement, puis il y a un volet important à ne pas manquer cette année, c'est qu'on a les œuvres en exposition dans un local éphémère au Mail Montenac pendant tout le mois d'avril. Donc, les gens sont invités à venir voir les œuvres en vrai. Oui. Parce que oui, vous pouvez les voir à l'écran là, sur le site Internet, mais c'est pas tout à fait la même chose que de les voir en vrai, voir les détails, la vivacité des couleurs. Donc, il faut venir les voir au Mail Montenac. Puis, en plus de l'exposition, on a plein d'activités. On a 9 ateliers offerts gracieusement à la population, rencontres avec les artistes, tables rondes, découverte de techniques d'art. Donc, plein d'activités pendant ce mois de la chasse aux œuvres. Oui, définitivement. Donc, une exposition à ne pas manquer. Vous l'avez dit, au Mail Montenac, tout le mois d'avril. Merci, Mme Rochu, d'être passée à nos studios. Merci infiniment. Après la pause, on se rend à Pointe-Valène où a lieu le lancement du fonds Gilbert Desrosiers par la Fondation du CLSC des Patriotes. L'Histoire d'ici, ce sont 12 rencontres avec des spécialistes de divers aspects de l'histoire de la vallée du Richelieu. Votre histoire. On se trouve présentement au Centre culturel de Pointe-Valène à Otterburn Park et on est avec M. Martin Lesage. Vous êtes président de la Fondation du CLSC des Patriotes et aujourd'hui, on assiste au lancement du fonds Gilbert Desrosiers. C'est quoi ce fonds-là? En fait, le fonds Gilbert Desrosiers, ça va être un fonds dédié à l'intérieur de la Fondation du CLSC, dont le but va être de soutenir les soins de services à domicile. Du CLSC de la vallée du Richelieu, évidemment, ou de la vallée des Patriotes, plutôt, parce qu'on en a grandement besoin. On sait que ça devient de plus en plus populaire. Et on voulait faire un clin d'œil à Gilbert, qui a malheureusement bénéficié des services palliatifs du CLSC. Donc, en lançant un fonds, on va acquérir des ressources financières pour pouvoir aller plus loin avec le CLSC. Puis, quelles vont être les initiatives dans les prochaines années pour récolter des fonds, pour bonifier ce fonds-là? En fait, aujourd'hui, ce qu'on va annoncer, c'est d'abord des dons de personnes, certains pour des périodes de 3 ans ou 5 ans. Et dans le futur, on va penser à des activités pour avoir une certaine pérennité, aussi pour faire véhiculer le nom de Gilbert Desrosiers, qui est un grand bénévole dans toute la vallée du Richelieu complet, pas juste à la Fondation du CLSC. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait déterminé. Là. Et quelle est ultimement la mission de la Fondation? En fait, la mission de la Fondation, c'est de supporter la mission du CLSC, qui est d'offrir des services de première ligne de qualité. Ça fait une trentaine d'années que la Fondation existe, puis essentiellement, on supporte des initiatives locales dans différents créneaux, entre autres les services à domicile, mais on a été aussi à la base de la clinique des médecins spécialistes. On est le seul CLSC en 2010, quand on a créé le CLSC, qui ont des professionnels spécialistes qui viennent sur place, des cardiologues, de la dermatologie. Évidemment, ça prend des équipements, donc ça a été notre mandat de lever des sommes pour être capable d'acheter les équipements et de supporter d'autres choses comme les enfants qui viennent de milieux défavorisés, leur payer des camps de vacances. Bref, on s'occupe de la population. Oui. Et là, ce soir, il va y avoir différentes prises de parole. Donc, à quoi on peut s'attendre pour la soirée? En fait, on va présenter le fonds, à quoi ça sert, d'où ça vient. On va faire un hommage à Gilbert, évidemment, qui est décédé pendant la pandémie. Donc, je pense que beaucoup de personnes auraient voulu lui dire au revoir, ils n'ont pas pu, donc on va en profiter aussi en même temps. Le député local aussi va venir nous adresser la parole et après ça, on a des gens du CLSC, les responsables des soins à domicile qui vont nous expliquer pourquoi c'est important. Et on a un témoignage d'une personne qui a aussi perdu son épouse l'année passée et qui a profité des soins du CLSC. Merci, M. Lesage, de nous avoir partagé tout ça et on va assister au lancement dès maintenant. Quelle belle initiative! Je pense que l'idée de Martin de faire un fonds au sein de la Fondation Nom de Gilbert, c'est une très belle idée pour pouvoir honorer Gilbert. Monsieur Petrucci, PDG du Centre intégré de services santé, la famille de Gilbert, Martine, Félix, je vous ai vu tout à l'heure. Il y a des conseillers municipaux également présents dans la salle. Et je vous dirais, chers amis de Gilbert, il a tellement marqué la région, Gilbert. Puis le premier contact qu'on avait avec Gilbert, c'était toujours un contact original, mais pour beaucoup de personnes qui arrivaient dans la région, supposons, c'était sa chronique dans l'heure régionale, puis de bonne humeur avec Dérault. Alors, c'est comme ça souvent que Gilbert est devenu un personnage dans la vallée. Puis plus vous alliez, vous fréquentez des lieux publics, à un moment donné, vous tombiez sur Gilbert dans les événements, puis
Ce que Martin a dit tantôt, qu'il connaissait tout le monde, c'est vrai qu'il connaissait tout le monde. Je l'ai vu animer des soirées, il connaissait chaque personne dans chacune des entreprises, il y avait un réseau incroyable, mais ce que je retiens surtout de lui, c'est qu'il travaillait pour sa région, travaillait pour la vallée, puis c'est ça qu'il a démontré au cours des années. Que ce soit à l'œil régional, que ce soit avec la Chambre de commerce, il a vraiment mis la région de la vallée du Richelieu sur la map, si on peut dire, puis c'était quelqu'un qui était fier de sa région, puis pour ça, je pense qu'on lui doit énormément à Gilbert. Puis je le disais à l'Assemblée nationale quand j'ai fait l'allocution, il aimait beaucoup aussi la politique. Alors, il me taquinait souvent, puis c'est que des beaux souvenirs que j'ai avec Gilbert, mais surtout ce que je retiens, c'est sa grande humanité, puis également son désir d'aider les autres, puis surtout de faire en sorte qu'on soit bien dans la vallée du Richelieu. Puis je pense que l'initiative de Martin et de la Fondation, bien, ça va justement permettre à l'ensemble de la population qui a besoin de soins, notamment à domicile. Puis c'est vrai que c'est un défi des prochaines années qui est très grand avec le vieillissement de la population. Alors, je tiens à souligner aujourd'hui le lancement et de faire en sorte également qu'on puisse reconnaître sa mémoire, c'est fondamental. On a fait, à l'époque où j'étais ministre de la langue française, Martin l'a dit, le pont Gilbert Desrosiers, qui s'en va vers le Vieux-Belleuil, vers son Vieux-Belleuil. Alors, c'est un élément de plus, mais merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué pour le lancement du fonds. Je pense que ça va permettre vraiment à notre collectivité d'avoir plus d'outils, plus de services et surtout, ça rend mémoire à un des piliers de notre communauté. Alors, c'est bon de se rappeler. Puis merci de votre présence ce soir pour l'honorer. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Puis bravo. Après 6 mois de mise en service des autobus sur les chemins de Chambly, Richelieu et Carignan, le bilan est positif. Nous sommes avec Mme Beaulieu, directrice du développement et de la planification chez EXO. Bonjour, Mme Beaulieu. Bonjour. Tout d'abord, ce bilan est positif, mais de quelle façon vous avez reçu ce bilan-là? En fait, il est positif de plusieurs manières. C'est un gros changement pour la clientèle parce qu'ils étaient habitués d'aller jusqu'au centre-ville via le pont Champlain. Le réseau a complètement été revu pour aller vers le REM maintenant. Donc, il y avait quand même au départ un certain nombre de plaintes, mais qui a beaucoup diminué avec les mois. Donc, ça, c'est déjà très positif. On voit que les gens ont apprivoisé le nouveau réseau, se sont habitués et l'apprécient. On peut aussi le voir par l'achalandage. Donc, on était à plus de 6 d'augmentation par rapport à l'an dernier, la même période. Et aussi, on a de très bonnes statistiques côté livraison du service. Donc, par exemple, au niveau du taux de livraison, qui est le nombre de voyages qu'on promet et qu'on réalise. Donc, c'est le meilleur de tout le réseau d'EXO, donc à plus de 99,5 Et aussi, il y a une très belle ponctualité, ce qui était aussi un risque avec tout un nouveau réseau comme ça, des nouvelles rues pour se rendre au REM. Et donc, on est très, très satisfait des résultats jusqu'à présent. Donc, les autobus ne circulent plus sur le pont Champlain, à proprement dit. Les gens doivent vraiment se tourner vers EXO. Et suite à ce bilan-là, vous allez continuer d'offrir le service dans les 3 régions, dans les 3 villes? Oui, exact. Donc, on avait fait tout un processus pour aller chercher les besoins de la clientèle. Donc, on avait consulté la population. On avait vraiment revu l'ensemble des lignes. Ont été modifiés, les arrêts aussi, pour essayer d'atténuer la correspondance maintenant au REM, donc cet effet-là. Et comme je le disais, somme toute, le bilan est très positif. Et vous allez tenter d'élargir aussi le service à Saint-Mathieu-de-Belleuil, entre autres? Oui, donc en parallèle, on a regardé ce qui était possible de faire pour Saint-Mathieu-de-Belleuil, qui n'avait pas de service de transport collectif. Donc, il y avait certaines lignes qui circulaient dans la ville, mais sans s'arrêter, donc sans offrir de service aux citoyens. Et depuis le 8 janvier, on a introduit 2 nouvelles lignes de taxis collectifs, donc qui sont sur réservation. Donc, les gens doivent appeler lorsqu'ils veulent se déplacer pour réserver. Donc, il y en a une qui est du côté nord de l'autoroute 20, pour la portion nord de Saint-Mathieu-de-Belleuil, donc qui fait lien avec Sainte-Julie. Et il y a aussi une autre ligne, la T30, qui est au sud, qui, elle, lie Belleuil, McMasterville et Saint-Mathieu-de-Belleuil aussi, donc sur le côté sud. Donc, oui, parce que vous avez EXO à la demande à McMasterville et Belleuil, qui va très bien aussi. Oui, effectivement. Donc ça, c'est un projet qu'on avait entamé durant la pandémie en 2021.
où on avait voulu réorganiser les services pour offrir plus à la population, mais donc au même coût. Et on avait remplacé toutes les lignes d'autobus qui faisaient le transport local en transport à la demande. Donc, c'est un autre système où il n'y a plus d'horaires fixes et de circuits fixes qui parcourent la ville, mais les gens peuvent se déplacer d'un arrêt à l'autre en faisant une réservation via une application ou en appelant notre service à la clientèle. Et là aussi, le bilan a été très, très positif. L'achalandage sur le réseau local a doublé par rapport à ce qu'il était avant la pandémie. Donc, c'est des résultats vraiment intéressants. Les gens apprécient le service. On a aussi beaucoup de nouveaux usagers, donc des gens qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser l'autobus, qui maintenant utilisent ce service-là. C'est plus de 40 de nouveaux utilisateurs. Donc, fort de ces beaux succès-là, depuis janvier, c'est un service qui n'est plus en pilote, qu'on a vraiment rendu permanent. Donc, les usagers sont maintenant habitués. Et dans les prochaines années, on vise à déployer ce genre de projet-là, donc de transport à la demande, dans d'autres zones à travers les couronnes, parce qu'Exo dessert autant la couronne nord que sud. Donc, on est à regarder quelles zones pourraient être transformées. Donc, un peu à l'image de Belleuil, on pourrait transformer des lignes locales pour offrir du transport à la demande. On regarde aussi s'il y a des zones qui n'ont pas de service du tout, des nouveaux quartiers résidentiels, par exemple, où ça pourrait être intéressant de débuter le service par du transport à la demande également. Donc, ça pourrait répondre à ces deux besoins-là dans le futur. Et en terminant, Mme Beaulieu, parlez-nous un peu de la refonte à venir. En fait, effectivement, l'exercice de refonte qui a été fait dans Chambly, Richelieu, Carignan, c'est un exercice qu'on va faire pour l'ensemble des réseaux. Donc, dans les prochainement, ça viendra. Donc, nous allons entendre ça avec attention. Merci d'être passé à notre studio aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Vous voulez vous approprier votre télévision régionale? Eh bien, c'est votre chance de vous joindre à l'équipe de TVR9. Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles tant devant que derrière la caméra. De plus, si vous avez un intérêt pour la politique municipale, notre émission Conseil en bref est à la recherche d'un animateur ou d'une animatrice. Il s'agit d'une expérience en journalisme des plus enrichissantes. Pour plus d'informations, écrivez-nous à info@tvr9.com. Sur ce, bonne semaine à tous. Vous savez, on commence jamais trop tôt à gérer ses finances. Hein, maman? Ouh! Mon petit Marcel a hâte de sortir. Marcel? Je suis pas sûr que j'aime ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être solide financièrement! Respire, man. Budget réel crédit, ça s'apprend. Ben, moi je sors d'ici. Hop là! Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ses finances. Bien comprendre vos finances, c'est dans votre intérêt.